Chers invités, cap à présent sur la Côte d'Ivoire avec le candidat du parti présidentiel qui a été élu président de l'Assemblée nationale et surtout un fait inédit, doyen Simo, docteur Yantimba, soutien de la part de l'opposition. Alors, on va commencer par Madame Amina Fofana. Stupéfaction totale ou bien? Madame Amina Fofana, vous avez la parole. Alors, le temps justement de permettre à Madame Amina Fofana voilà, d'assurer une bonne liaison avec nous. Doyen Simo, Armand Bitoga, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, soutenu par son parti, mais également par l'opposition. Stupéfaction ou bien? Moi, je suis très très embêté par cette élection en Côte d'Ivoire parce que ça ressemble à un coup qu'on est en train de préparer contre le Mali toujours. Parce que vous ne pouvez pas me dire que dans un pays où il y a l'opposition et le parti au pouvoir, les deux se mettent ensemble. Ça veut dire que la France a travaillé sérieusement cette élection en Côte d'Ivoire pour faire en sorte que les députés se mettent ensemble pour voter des lois contre le Mali et combattre le Mali à partir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la leçon que moi je fais. Je n'aime pas à réfléchir là-dessus. C'est clair, net et précis. Vous ne pouvez pas m'expliquer que dans une assemblée, on va aux élections. Un seul candidat, il y a deux candidats, l'autre se retrouve avec plus de 225 voix. 237 pour Armand Bitogo et 6 voix pour Jean-Michel Amanko. Expliquez-moi comment ça peut se passer. Dans un parlement où il y a un parti d'opposition et un parti, ça veut dire hier, la corruption est passée par là et la France a mis plein d'argent. Ce que je dis aujourd'hui, demain vous aurez le temps de me démontrer le contraire. Je dis ça, c'est clair. Et moi, je dis encore aux Maliens, faites très attention à ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est à partir de la Côte d'Ivoire que tout va se construire. À l'Assemblée, ils vont même voter des lois pour demander que les militaires fassent des choses dans l'obscurité contre le Mali. Je suis convaincu. Alors, docteur Yantimba, 237 voix pour Armand Bitogo, 6 voix pour Jean-Michel Amanko. Effet surprise, selon vous? Oui et non. Effet de surprise parce que ce n'est pas forcément ce qu'on attend. Non seulement d'un Parlement, mais ce n'est pas ce qu'on attendrait de la Côte d'Ivoire, au regard de la manière dont cette Assemblée généralement fonctionne. Il y a plutôt des échanges toniques entre les groupes. Il y a plutôt une volonté d'en découdre de l'opposition généralement. Et le passé sulfureux même de l'élu n'aide pas à imaginer un seul instant que les autres aient pu le soutenir. Mais il y a quand même beaucoup d'événements nouveaux en Côte d'Ivoire. D'abord, il y a le retour annoncé de Blé Goudé, il y a la fin de la réorganisation de son parti par Laurent Gbagbo. Il faut s'imaginer que les gens rebattent les cartes. Et ce qui est à craindre, c'est le retour à la situation de 2010. Père Simo, vous vous souvenez des alliances contre nature qui ont eu lieu à cette époque-là? Tout à fait. Et ces alliances contre nature, ce sont elles qui ont créé le chaos dans lequel la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en 2010. Tout à fait. Donc, à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème. Nous voulons espérer qu'il va y avoir une démarche de réconciliation, une démarche, si vous voulez, de paix. Mais la question est de savoir si nous avons exactement un certain nombre d'acteurs qui se comportent de la manière quasi identique, quasi similaire à celle de 2010, nous avons bien peur que la réorganisation de cette situation-là n'augure de rien de bon en Côte d'Ivoire. Et avec la présence, nous l'espérons prochaine, de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, et en espérant que les deux, même s'ils ne sont plus, ils ne sont pas dans le même parti, qu'ils restent quand même sur la même longueur d'onde en tant que défenseurs de la Côte d'Ivoire profonde et authentique, eh bien, nous avons des raisons de penser que cette élection a un avant-goût plutôt de préparatif de guerre. D'autre part, il faut bien s'imaginer que les derniers leaks des Voice du président ivoirien actuel avec l'ancien ministre
des Affaires étrangères du Mali, laissait penser qu'il y aurait des actions qui seraient organisées contre le Mali, effectivement, à partir de la Côte d'Ivoire. Sans compter le fait que nous avons vu que le dernier sommet d'Accra, a porté en réalité sur tout, sauf sur le Mali. Parce que on comprend aujourd'hui que ce sommet-là était plutôt en réalité un cadrage sur... C'était plutôt un cadrage sur le marchandage à faire au niveau de l'ONU et qui a un lien avec le premier sujet que nous avons traité, à savoir comment sacrifier le Mali pour sauver l'Ukraine. Il y a quand même là quelque chose d'extraordinaire chez les Africains qui fait à la fois pitié et peur. Peur dans le sens, comment pouvons-nous avoir des dirigeants aussi cyniques qui sont capables de ne pas s'occuper prioritairement des intérêts de l'Afrique, mais de donner la priorité à des intérêts étrangers. Mais ça fait pitié dans le sens où si vous avez de la sympathie pour le peuple malien, vous vous dites les jours prochains risquent d'être bien durs. Mais pour un peuple qui a subi tellement de choses au cours des 30 dernières années et particulièrement au cours des 10 dernières années, nous sommes confiants que les Maliens ne trembleront pas et qu'ils ne paniqueront pas et qu'ils atteindront les objectifs qu'ils se sont fixés lors des assises nationales quand elles se sont tenues dernièrement. Donc, je crois que l'arrivée du sulfureux Bictogo à la tête de l'Assemblée rebat également les cartes en termes de, si vous voulez, distribution ou partage de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ce partage de pouvoir indique clairement qu'il va y avoir un durcissement de la ligne présidentielle. Et ce durcissement de la ligne présidentielle signifie clairement qu'il doit y avoir des missions qui ont été formulées et qui ont été confiées. Je crains que la BCEAO ne soit impactée, ne soit influencée bientôt dans son fonctionnement d'une manière assez radicale. C'est pour ça que quand nous disons que la MINUSMA est un outil de chantage monétaire, ça peut être long à expliquer, on est peut-être passé très vite, mais attention, tout est l'un dans l'autre, et puis en essayant d'être cohérent avec toute la situation de l'Afrique de l'Ouest, la question du franc CFA n'est pas seulement une simple question monétaire, c'est une question de sécurité nationale pour chacun des pays qui l'utilisent. Et cette question se pose avec encore plus d'acuité pour un pays comme le Mali et avec encore plus d'intérêt pour les analystes lorsqu'il y a des mouvements au sommet de la Côte d'Ivoire. Parce que il est clair et évident, et cela on le sent venir, il est clair que nous allons nous retrouver avec, nous allons avoir finalement à la tête de la Côte d'Ivoire une attitude particulièrement ferme à l'égard du Mali. Et il peut y avoir effectivement des dispositions nouvelles qui peuvent être prises autorisant le président à initier un certain nombre d'actions hostiles. N'oubliez pas que l'une des présidences africaines qui ont tenu des propos, qu'elles soient officielles ou officieuses, mais qui ont été portés à la connaissance du public, les propos les plus difficiles et les plus bizarres à l'encontre du Mali, c'était la Côte d'Ivoire. Mais quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il faut garder espoir, surtout pour les prochaines élections, et espérer que quelque chose va changer en Côte d'Ivoire. Parce que la jeunesse ivoirienne, le peuple ivoirien, font partie de la dynamique africaine, font partie de l'Afrique, et les Africains rêvent de voir que ce pays-là va dépasser le syndrome Houphouët, ne l'oubliez pas, c'est le groupe de Monrovia, va dépasser le syndrome Houphouët pour se rattacher à la dynamique Laurent Gbagbo, qui était une dynamique de la dignité et de la souveraineté africaine. Alors, Madame Amina Fofana, l'opposition ivoirienne a dit non au candidat Jean-Michel Amankou. Quel est le regard que vous portez sur cette élection à l'Assemblée nationale ivoirienne? Oh, vraiment, comme c'est un pays dirigé par la France-Afrique, je vais d'abord donner quelques explications à mon frère Okosisi Baba Nicolo, qui pense que nous, notre digne président patriote, toute la lutte du brave pays malien, tout ce que nous avons traversé, que nous n'avons pas le droit, ou le président n'est pas assez légitime ou quoi, pour ne pas faire la monnaie. Mon frère, il faut savoir que nous savons très bien où nous allons, jusqu'à présent, et on a besoin de la monnaie. Et j'ai donné les explications nécessaires.
Le CEPA continue d'enrichir la France et le CEPA nous tue. On est tué par le CEPA. Avec le CEPA, il n'y a pas d'affranchissement. Or, le Mali a décidé d'aller vers sa souveraineté. Donc, vous voulez dire que le président patriote Assimi Goïta n'est pas souverain parce qu'il n'est pas démocratiquement élu. Les démocratiquement élus qui sont passés là, à part Modibo Keïta, et tous les grands démocrates qui sont passés, ils n'étaient pas légitimes. Donc, la démocratie même est un terme qu'on doit arrêter de le dire ou de réfléchir par ce que le blanc nous a inventé et qu'il nous a mis comme puce dans la tête. Et quand M. Yamtima vous dit que l'amunissement c'est un chantage monétaire, oui, parce que le 13, c'est le renouvellement du contrat de l'amunissement et la CEDEAO s'en sert pour refuser de lever le blocus contre le Mali. Le blocus, c'est pas seulement la fermeture des frontières ou des échanges commerciaux. Le blocus, c'est aussi à la BCAO, l'argent du Mali qui est là-bas, qui appartient au Mali. Et ce même franc CFA, cette monnaie de singe que la France, cette monnaie par laquelle la France nous assujettit. Il n'y a pas un bon moment qu'un esclave doit choisir pour s'affranchir. On s'affranchit un point, un trait. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'élection de Big Togo à l'Assemblée, moi, ça ne me surprend guère, ça ne m'étonne pas, parce que ce sont les pays de la France-Afrique. Vous savez, dans les pays de la France-Afrique, il n'y a pas d'opposition réelle. L'opposition est hypocrite. Et nous l'avions détecté ici, depuis très longtemps. Donc, en fait, les opposants, ils ont toujours un consensus. Ils sont en consensus contre le peuple. C'est ce qu'on voit. Donc, c'est pour ça que la jeunesse ivoirienne et les militaires ivoiriens doivent se réveiller. Donc, je vais prendre juste un exemple. Par exemple, le Niger, le Macron, là, la Macronie a annoncé officiellement, ouvertement, qu'elle va amener, bon, la Macronie, qui ou elle, c'est Macron toujours, donc qu'elle va amener Barkhane, déménager Barkhane, Takuba, leurs histoires d'OTAN, là, de terroristes, pour les ramener au Niger. Donc, même avant d'en informer Bazoum, et des jours ou quelques mois, 2 mois ou 1 mois plus tard, Bazoum a fait voter ça à l'Assemblée. Malgré les vrais patriotes qui étaient à l'Assemblée, dont je salue mon frère avec lequel je suis au Parlement panafricain, mon frère du Niger, monsieur le ministre Tchana, qui est député à l'Assemblée, qui a clairement expliqué et totalement expliqué tous les inconvénients et pourquoi de la présence des forces d'occupation, des forces nazies, et pourquoi qu'ils doivent s'inspirer de ce que le Mali a fait, parce que c'est pas pour rien qu'on l'ait dégagé. Donc, ça c'est la France-Afrique. Et vous avez vu que la force majorité démocratiquement élue l'a remporté. Et nous avons assisté à quoi? Que le Parlement nigérien a adopté que Barkhane vienne, a adopté que Takuba déménage là-bas. En un mot, que l'OTAN vienne là-bas. Donc, quand le franc CFA aussi, le franc CFA, quand on l'a évoqué, ça a été évoqué entre Macron et Alassane Ouattara. D'ailleurs, à quel Africain on a posé la question? À personne. Pourtant, on est contre le franc CFA. Le franc CFA, il est non négociable. Il est non négociable. D'ailleurs, c'est la ligne de départ de l'affranchissement du peuple noir. Et c'est pour ce que je félicite le dit président patriote, M. Touadéra, qui est parti au Bitcoin. On n'a pas à attendre un esclave qui te libère ou tu prends tes responsabilités. Un esclave qui ne veut pas assurer sa révolte et ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. On n'a pas un bon moment pour se libérer, plus que maintenant. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut venir de légitimement élu, le président Assimi Goïta sera même plus légitime que lui. Donc là, la transition, c'est ça la période du changement. Donc, quand on jette les jalons, on pose les jalons de la refondation. Il faut bien que vous écoutez. Nous avons parlé du Mali Croix. Le Mali Croix, c'est le nouveau Mali. La refondation du Mali. Donc, c'est ça le nouveau Mali. Et la refondation, c'est rompre avec le système. On ne va pas aller aux élections pour rompre avec le franc CFA. D'ailleurs, le franc CFA, c'est la première préoccupation de tous les Africains. Pour revenir à l'Assemblée, à ce qui s'est passé à l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, ça ne m'étonne pas. Ça veut juste dire
que les Ivoiriens doivent comprendre que les faux opposants qui sont là-bas sont des opposants qui sont au compte de la France-Afrique, comme c'était le cas ici au Mali. Parce que la France-Afrique, là, a deux visages. La France-Afrique a un visage officiel parmi le pouvoir et ses gens, ses députés, et la France-Afrique a un deuxième faux visage avec ses faux opposants qui sont opposés simplement au président pour accéder à son fauteuil. C'était le cas avec Ibeka. Pour accéder à son fauteuil, et pour cela, ils vont instrumentaliser les problèmes du peuple que eux-mêmes, ils ont participé à créer, et eux-mêmes, ils ont participé à appuyer pour que eux et leurs petits clans égoïstes puissent émerger et rester les dignes esclaves de la France et maintenir le peuple dans le mépris total. Donc, la lecture que je suis en train de faire sur le Parlement sur le Parlement de Ouattara, il faut savoir que les opposants sont pas différents de Ouattara. Tous ceux qui ont mis ce Big Togo en place ne sont pas différents de Ouattara. Tous ces chefs de partis politiques là, qui font semblant d'être du côté du peuple ou bien d'être des opposants, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des gens de la France-Afrique. Ils sont dans la France-Afrique, mais avec un discours contraire. Le discours dans lequel ils vous assujettissent. Donc, ça veut dire que le jour où vous allez faire confiance à un de ces gens-là, croyant que ce sont des vrais opposants, vous allez voir qu'il sera pire que Ibeka. Donc, qu'il sera pire que Ouattara. C'est le même scénario. Tant que vous n'allez pas vous débarrasser des despotes qui représentent des usurpateurs, des putschistes qui prennent l'Afrique en otage, ça n'ira nulle part. On ira de déception en déception. Donc voilà en gros le comportement des partis politiques des pays de la France-Afrique ou des pays dirigés par des dirigeants de la France-Afrique. Ça ne me surprend pas parce que la France a décidé de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. La France crée ses propres opposants, la France crée ses propres candidats. Donc chaque fois, c'est dans l'opposition, la fameuse opposition de ces banques que la France va prendre un de leurs encore, un de ses petits-fils ou un de ses fils pour les mettre encore au pouvoir et contre le peuple. Et vous allez voir que la dictature va s'endurcir davantage. C'est ça que tout le Mali a compris. Nous avons été capables de nous arrêter devant les balles, devant beaucoup de situations, pour éviter que un autre dictateur vienne au Mali. Et il n'y a pas pire dictature que le franc CFA. Donc toute l'Afrique a intérêt. On n'a pas un délai pour se débarrasser du franc CFA. Toute l'Afrique a intérêt, non seulement de se débarrasser de ces présidents despotes, à travers les soulèvements populaires et les militaires, et aussi de se débarrasser de ces accords coloniaux dont le sang, les nerfs, c'est le franc CFA. Donc le franc CFA, c'est l'arme absolue contre les peuples africains. Ne nous trompons pas d'ennemis. Pas du tout, ne nous trompons pas. Et le Mali va bel et bien créer sa monnaie. Et c'est dit ici, ça se fera. Le Mali sera libre. Et le Mali est sur le chemin de la liberté. C'est ça, c'est ça ou vers ça qu'on est en train d'aller. Et cela crève les yeux, c'est visible de par tout le monde. Donc, moi, je pense qu'un soutien, c'est mieux que de donner ce genre de conseil. Je suis quand même désolée et très, très surprise, très surprise du raisonnement de mon dit frère. Mais bon, j'espère qu'il va comprendre les explications et qu'il va comprendre également les explications du docteur Yamtiba et de tous ceux qui sont sur le plateau et qu'il comprendra également l'état d'esprit de tous ses frères panafricains. Le franc CFA, ce n'est pas un sujet qui se négocie. D'ailleurs, s'il n'y avait pas le franc CFA, la France n'allait pas pouvoir dominer l'Afrique. Donc ces politiciens, c'est une déception. Il faut que le peuple s'en débarrasse. Les opposants, le machin. Non, les militaires doivent prendre leurs responsabilités avec le peuple. Moi, je suis déçu, mais pas surprise de ces politiciens-là. Parce qu'ils sont là tous contre l'Afrique. Ils sont là. C'est comme Mélenchon et le jeu que les Mélenchon et les Macron se font là, avec les Marine Le Pen. Ils sont tous là contre l'Afrique. Mais il y en a qui se fait passer pour un ami de l'Afrique. C'est le cas de Mélenchon. Il y en a il y a une qui se fait passer pour l'ennemi de l'Afrique, Marine Le Pen. Et il y a Macron qui joue aux équilibristes. Mais dans le fond, ce sont des ennemis jurés de l'Afrique. Eux et tous les Occidentaux, tous les dirigeants occidentaux. Je vais épargner le peuple occidental un peu par respect.
un tout petit peu par respect. Ils sont, l'Occident d'ailleurs est l'ennemi de la création humaine. C'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi du monde. C'est l'ennemi de la paix. L'Occident, c'est le diable, c'est le Satan. Voilà. Donc, merci Madame Amina Fofana pour votre intervention justement concernant ce sujet sur la Côte d'Ivoire. Alors Monsieur Issa Diawara, Jean-Michel Amankou n'a pas reçu l'investiture de la formation présidée par Konan Bédié, ni celui du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Que reproche selon vous l'opposition à Jean-Michel Amankou? Vous savez, moi, les débats concernant les questions ivoiriennes, je suis un peu prudent. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire doit d'abord réussir une révolution à l'interne. Ce qui se passe, c'est pas trop la peine. Je pense que ça ne vaut pas la peine de débattre. Je ferai vraiment économie du cas de la Côte d'Ivoire. J'attends que nos frères fournissent un peu beaucoup d'efforts. J'attends de les voir d'abord dans les rues d'Abidjan. J'attends de les voir se débarrasser de tous ces politiciens. J'attends de voir une nouvelle classe émerger au niveau de la Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains. Pour le moment, franchement, moi je tiens aux pays qui s'inscrivent sur le schéma de la révolution. Maintenant, ils sont dans des petites combines. Ils tentent de noyer les poissons dans l'eau. Ce qu'ils font, c'est des mises en scène. Tout ce que moi je vois au niveau de la politique ivoirienne aujourd'hui, c'est de la théâtralisation. Et concrètement, qu'est-ce qu'on sait où se trouve l'ennemi de la Côte d'Ivoire? Nous savons qui travaille contre le peuple de la Côte d'Ivoire. Nous savons qui travaille à endetter davantage les Ivoiriens. Mais c'est bien sûr M. Dramane Ouattara. Pourquoi se créer des faux débats à l'interne? Moi, je ne vois pas la raison véritable. La seule raison qui vaille, parce que M. Big Togo, dont je vais vraiment éviter, pardonnez-moi pourquoi, parce que c'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à nous battre. Ma sœur Amina Fofana sait bien de quoi je parle. Elle était là avec nous depuis longtemps. Mais ce Big Togo là, il était là en 2012. Il a contribué à asphyxier le Mali. C'est en 2012, il a contribué, il y avait un jeune, quand le jeune capitaine Amadou Hassanouba a fait le coup d'État. Big Togo là, la façon dont vous voyez Goodluck Jonathan au Mali, Big Togo était tout le temps au Mali comme ça. C'est lui qui nous a ramenés dans les girons de la France. C'est lui qui a travaillé à ce que Serval intervienne ici au Mali. Donc des gens comme ça, quand moi je les vois devenir président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, madame, j'ai de la nausée. J'ai de la nausée, ça m'énerve, parce que je sais dans quoi ce monsieur nous a mis, et je sais d'où il tire son salut politique. Moi je me demande, il y a une école pour former des politiciens en Afrique, mais il n'y en a pas. Nous on a besoin des patriotes que de ces politiciens-là. Si les politiciens, il y a des politiciens patriotes, tant mieux. S'il y a des militaires patriotes, tant mieux. Je ne sais pas s'il y a même des animistes patriotes là, tant mieux. Qu'on sorte des jeux de mots, qu'on arrête de faire croire que la destinée ou bien le salut des peuples d'Afrique, c'est entre les mains de quelques élites, de quelques individus qui sont octroyés un titre qu'on appelait politicien. Je ne comprends pas. L'Afrique, si vous remontez 80, 100 ans avant l'ère d'indépendance, puisqu'on fait croire que l'Afrique a commencé à exister à partir de 1960. Mais nous, on était des grands peuples avant 1960, madame. Et on vivait bien, on était tranquille avant l'arrivée de ces politiciens-là. À regarder des petites communes comme ça autour d'Adama Bitogo. Ça ne vaut même pas la peine qu'une chaîne de la taille d'Afrique Média aujourd'hui puisse commenter de telles choses. Je vous dis, c'est du théâtre, c'est de la mise en scène. On sait où se trouve le vrai problème ivoirien. On sait ce qui se passe. Au lieu de combattre ces messieurs frontalement, les gens sont en train de tourner tout au rond. Les gens jouent au plus malin. Les gens jouent à un c'est-à-dire on fait un semblant de vouloir se réconcilier, un semblant de mise en scène de paix. Il y a quelle paix dans cette histoire? Ou de réconciliation dans cette histoire? Là où il y a la justice des vainqueurs sur les vaincus. Vous savez, j'ai tellement du respect pour mes frères ivoiriens autres là. Mais en réalité, leurs politiques là, ils sont vraiment au bas de l'échelle. Ils n'en valent même pas la peine qu'en réalité les gens puissent se débattre là-dessus. Moi, je suis seulement content d'une seule chose. Que l'OTAN continue d'armer la Côte d'Ivoire, madame, et le Niger. Moi, je suis très content. Parce que nul ne parie que M. Ouattara restera encore 5 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ces armes-là finiront par quelqu'un qui sera allié au Mali,
qui sera allié à la Russie, qui sera allié à l'Algérie, qui sera allié au peuple libre pour libérer la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains. Ces armes-là ne resteront pas entre les mains des clans de Ouattara. Moi, je salue tellement l'armement de la Côte d'Ivoire et du Niger. C'est un signe positif pour moi. Ces armements-là vont nous aider à précipiter ce que nous sommes en train de faire. Ce que les peuples africains font. Moi, en réalité, comprenez une seule chose. Pourquoi ces sanctions contre le Mali? Comprenez que ces gens-là, toutes les sanctions que vous voyez, toutes les communes que vous voyez, c'est pour aider les terroristes. Parce que quand vous privez le Mali de son budget, c'est priver le Mali de mener efficacement ses opérations, c'est aider les terroristes en ce moment à retourner la veste par le canal des pays comme la Côte d'Ivoire. La France veut réussir une rupture en Côte d'Ivoire, mais dans le système. Comme Assad Amina allait le dire, c'est dans le système. C'est-à-dire, si Ouattara doit tomber, qu'on ait un opposant qui soit de la France-Afrique. C'est ce que la France est en train de préparer. Tout ce que vous voyez là, la France veut bien sûr, moi je suis convaincu que la France va se débarrasser de Alassane Dramane Ouattara. Ils n'ont pas hésité à se débarrasser de Blaise Compaoré. Mais en échangeant Ouattara contre un homme du système. C'est pourquoi la France prépositionne M. Adama Bictogo au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce jeu qui est fait. Et le clan de M. Henri Konan Bédié est en train de jouer à cela, en train de faire dévier les Ivoiriens du vrai problème. Si les policiers ivoiriens, les opposants sont sincères, qu'ils se donnent la main, qu'ils forment un bloc concret et qu'ils envahissent les rives de la Côte d'Ivoire, et on va voir dans 2-3 mois ce que ça va donner. Sans cela, je vous dis, chacun essaie de tirer les draps. Merci. Proche, selon vous, l'opposition au candidat Jean-Michel Amankou? Pardon? Monsieur Okosisi, vous avez la parole. Alors, merci, Dame Céleste Capel. Je ne vais pas gâter l'ambiance que j'ai déjà avec Amina Fofana et tous les compalélistes, parce que je pense qu'on est du même camp. Mais Amina Fofana, j'espère qu'elle est là. Tu vois, ma soeur, nous parlons français. Et moi, la pédagogie que j'utilise lorsque je m'exprime, c'est qu'en français, aligner les mots à tort et à travers ne donne pas l'idée qu'on veut atteindre ni l'objectif. En français, chaque mot, chaque thème a sa définition. Lorsqu'une question est posée, ce n'est pas la réponse qui est importante. C'est de comprendre la question qui est posée et de répondre. La question à laquelle j'ai répondu était une question simple. Quelle était ma position? Qu'est-ce que je pensais de l'amunissement qui serait là pour le CFA? C'est à cette réponse que j'ai donné mon point de vue. Et mon point de vue, c'est de dire non d'être un adepte du CFA, comme tu veux faire croire aux gens. Non, de dire que le CFA n'est pas important dans l'avancée du Mali ou de n'importe quel pays africain. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que dans l'avancée du Mali, de la manière le Mali, depuis le départ, est resté digne et progresse, le Mali a une première étape, la sécurité. Après la sécurité, les élections. Après les élections, maintenant, le Mali peut battre sa monnaie. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, avec la Guinée de Sékou Touré, la France a usé du fait que la Guinée de Sékou Touré frappe sa monnaie pour introduire des faux billets sur le Mali. Lorsque nous parlons, nous faisons de la géopolitique et nous parlons aussi du passé. C'est en connaissance de cause de la manipulation française que je dis que dans cette avancée-là, une fois que le Mali a sécurisé son pays, que le Mali a rétabli l'ordre constitutionnel, en ce moment, le Mali peut battre sa monnaie parce que le président légalement élu pourra mener combat. Voilà ce que j'utilise par le terme légal. Entre le terme légitimité et légalité, il n'y a pas match. Un président légitime est un président qui a plus de pouvoir puisqu'il est choisi par son peuple. Ça ne veut pas de ce président-là un larron, ou bien ça ne veut pas de ce président quelqu'un qui est illégitime. Au contraire, quand je dis le terme légitime, je donne plus de paroles, je donne plus de voix à Assimi Goïta qui est aimé par tout le Mali. Et d'ailleurs, je suis panafricain, tu le sais. Donc, cette incompréhension de mes dires et ce que tu essaies de dire que tu es déçu et pas, je te le concède. Je te le concède. Mais il faut comprendre qu'en français, aligner les mots ne font pas de l'objectif de ce qu'on veut atteindre. Ce que je l'ai dit, il est clair. J'ai un point de vue, et moi, dans mon point de vue,
Le Mali a des challenges et ces challenges doivent aller d'étape en étape. La première étape, c'est de sécuriser le pays comme le Mali le fait si bien. La deuxième étape, c'est de passer aux élections. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé d'élections dans 24 mois. Mais si ce n'est pas important, pourquoi est-ce qu'il est dans le calendrier du Mali? Est-ce que ça fait d'Assimi Goïta un Vanupier? Non. La troisième étape, en ce moment, comme nous le disons tout le temps, nous sommes bien conscients. Monsieur Okosisi, oui. Permettez justement, allons directement sur la Côte d'Ivoire. Les précisions ou alors les explications que vous venez d'apporter sont assez claires concernant votre position sur le sujet concernant le Mali avec l'avenue de la MINUSMA. S'il vous plaît, intéressons-nous véritablement à la question sur la Côte d'Ivoire. Selon vous, que reproche l'opposition au candidat Jean-Michel Amankou? Je vous en prie. Non, très clair, Madame Céleste, je vais y arriver. Mais il fallait quand même que je rétablisse, parce que nous sommes ici des éducateurs. Et ce que nous disons, il va de notre image. Je ne vais pas permettre que par mécompréhension ou par mauvaise interprétation de ce que j'ai dit, on puisse me tenir une image de quelqu'un qui sollicitait le franc CFA. Non loin de moi, il fallait que je le rectifie. Et je viens de le rectifier. Allons à ce que vous avez posé comme question. Aujourd'hui, Adama Bictogo à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, moi en tant qu'Ivoirien, c'est une honte pour moi. C'est de la haute trahison. Pourquoi? Je m'explique. Pourquoi de la haute trahison? L'homme lui-même, Adama Bictogo, est un pourfendeur des leaders de l'opposition qui l'ont soutenu. Adama Bictogo n'est pas de bonne moralité. C'est aujourd'hui, à la tête de l'Assemblée nationale, tu présentes une image qui doit être appréciée par la jeunesse, qui doit être une image de marque. Adama Bictogo n'a pas cette image. Ce monsieur-là, pour un oui ou pour un non, est prêt à insulter le président Gbagbo sur tous les toits. Est prêt à insulter le président Henri Konan Bédié. Or, le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié sont les fers de lance de l'opposition qu'il a soutenu. Ça, c'est mon premier point de point en tant que haute trahison. Deuxième, qui est Adama Bictogo? Adama Bictogo est quelqu'un qui est amoral parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons connu une période où il était ministre parce que imposé par les accords de Marcoussi et les différents accords lorsque le président Laurent Gbagbo cherchait la paix pour ne pas que son pays soit divisé. Adama Bictogo, ministre, a fait rentrer en Côte d'Ivoire une cargaison de déchets toxiques qui a tué des Ivoiriens et des Ivoiriens. Le même Adama Bictogo aujourd'hui est le propriétaire de Stedai qui continue de fonctionner sur nos pièces d'identité et qui se retrouve même dans un pays, Cuba ou je ne sais quoi, où on parle de narcotrafic. Donc Adama Bictogo est un businessman à la tête de l'Assemblée nationale, ce qui ne devrait pas. Parce qu'à ce poste-là, être en même temps businessman et voter des lois est incompatible. Et je pense que dans les mois passés, Adama Bictogo était appelé par son parti pour poser et justifier le fait qu'il fasse le choix entre être à l'Assemblée nationale ou continuer cette business. Donc, ce monsieur est amoral et immoral. Ensuite, Adama Bictogo est du RDR. Le RDR, c'est le parti d'Alassane Dramane Ouattara, ancien président de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, qui est-il? C'est un Burkinabé d'origine, comme Adama Bictogo, Burkinabé d'origine. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, si nous avons un problème avec Ouattara, ce n'est pas d'abord parce qu'il tue nos parents, c'est parce que Dramane Ouattara, d'origine burkinabé, nous a été révélé par les hommes politiques qui aujourd'hui ont fait bloc avec lui. Le président Laurent Gbagbo a lutté de tout son temps, de toute sa vie, contre le parti unique. Aujourd'hui, ça nous surprend de voir encore le même président Laurent Gbagbo qui s'est allié à Henri Konan Bédié, qui est aujourd'hui, par alliance, l'a ramené à soutenir Adama Bictogo pour créer un parti unique. Parce que quand l'opposition se retrouve dans la même case que le parti qui combat, ça s'appelle un parti unique. Et mieux, madame, pourquoi j'ai dit haute trahison? Parce que l'opposition a justifié ce qu'ils ont expliqué comme tel. Je vous le dis. Ils disent, Monsieur Don Simon dit ceci. Monsieur Don Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, explique les raisons du soutien des groupes parlementaires. Il dit ceci. Il y a deux volets que je veux expliquer. Un, le premier volet, le président Bédié a fait remarquer que nous sommes dans un cas de décès. Donc, nous ne pouvons pas nous comporter comme si c'est un cas de démission ou de remplacement, donc nous devons en tenir compte. Alors, si ce maxime-là est valable, le président Laurent Gbagbo a perdu sa mère, il était en prison. Mais jamais, le président Bédié qui est avec Alassane Ouattara n'a eu ce maxime pour qu'il vienne voir sa mère pour une dernière fois. En Côte d'Ivoire, le PPACI aujourd'hui a des morts dans ses casiers. Jamais le président Henri Konan Bédié n'a postulé pour que le pays s'arrête et n'a marché vers le RDA pour que le pays s'arrête. Le RDA, que les gens de l'opposition meurent, que les Ivoiriens se fassent massacrer, que les Ivoiriens qu'eux-mêmes ils ont tués pour la désobéissance civile, ils n'ont jamais fait
une minute de silence pour ces morts-là. Donc aujourd'hui, le président Ali Konan Bédié, qui dirige l'opposition, peut, pour un mort, livrer la Côte d'Ivoire, alors que tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale sont des gens qui portent la voix d'ivoirien. Et mieux, Adama Bitogo était député de Agboville. À Agboville, ils nous ont dit que Adama Bitogo a volé la victoire d'une dame qui s'appelle Fleur Akengo, qui est candidate de EDS, qui est aujourd'hui dans le PPACI. Donc ce monsieur-là, avec tous ces déboires au RDR, peut avoir une opposition qui combat Ouattara, faire mal derrière. Et mieux, je vais vous donner une ligne qui va vous faire réfléchir. Regarde cette ligne. Le même Théo Germain dit ceci. Il dit, le président Bédié dit, malgré tout ce qui s'est passé, je lui donne ma confiance. Je remets ma confiance à nouveau sur la table. C'est la clé principale de notre vote. Mais de quelle confiance parle le président Ali Konan Bédié? Depuis 90, Alassane Ouattara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le RDA, n'a jamais respecté même les contrats avec ses amis. Le président Gbagbo a appelé l'article 48 fois de lui un candidat, il a bombardé. Le président Ali Konan Bédié s'est associé à lui en 2015 avec l'appel de Daoukou. Il n'a pas respecté ses clauses de contrat. Pendant la défense civile, il ne devait pas être candidat. Il a tout fait pour que le président Bédié, qui a appelé à la défense civile, le rencontre à l'hôtel du Golfe sous prétexte de la réconciliation et de la libération des prisonniers politiques. Ça n'a pas été fait. Le président Laurent Gbagbo, au retour de son voyage, s'est déplacé pour aller voir Alassane Ouattara, ancien président de Côte d'Ivoire, et lui a demandé de libérer les prisonniers. Ça n'a pas été fait. Mais ce pied, le dialogue politique, qu'aujourd'hui le même Bitogo disait sur un plateau que la Côte d'Ivoire est réconciliée, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de dialogue politique. C'est ce même genre-là que le président Konan Bédié nous dit qu'il lui remet sa confiance. Quelle confiance? Combien de fois Alassane Ouattara, à lui seul, nous allons tout donner? Combien de fois l'opposition qui ne passe même pas au ressentiment du peuple va tout lui donner? Donc c'est ça, j'appelle la haute trahison parce qu'il nous blesse. Mieux, voilà ce qu'il dit. Il dit, la communauté internationale a apprécié le signal de l'opposition a donné à travers ce vote à l'Assemblée nationale. La communauté internationale, que le président Bédié, lorsque M. Dramane Ouattara a forcé les élections, a dit haut et fort sur les médias que Alassane Dramane Ouattara a fait un simulacre d'élection, ce qui veut dire qu'il n'est pas président. Alassane Dramane Ouattara a vu pour cette élection une participation de moins de 8%, ce qui fait de lui qu'il n'est pas président. Le président Laurent Gbagbo, au retour de son voyage, a dit que lui, il se considère comme président, il se considère comme gagnant aux élections de 2011 parce qu'il a été acquitté et il a été jugé, il est innocent. Donc, dans une pierre, deux coups, ces deux présidents nous ont présenté vraisemblablement qu'ils ne reconnaissent pas Alassane Ouattara comme étant président légal. Et le président Gbagbo l'a toujours martelé. Il faut respecter les textes qu'on écrit. Mais c'est un monsieur qui n'a jamais respecté les textes qu'il a écrits. C'est un monsieur qui a toujours joué la roubladise. C'est un monsieur qui ne respecte pas sa parole qu'aujourd'hui, on donne encore sa confiance. C'est à ce monsieur-là qui a appelé la communauté internationale pour bombarder le président Laurent Gbagbo. La communauté internationale, que le président Ali Konan Bédié attend la réaction. Parce que le président Ali Konan Bédié dit, il a appelé l'ONU, il a appelé la communauté internationale pour venir trancher cette histoire. Mais cette communauté internationale ne s'est pas présentée. Alors comment se fait-il qu'on justifie cette forfaiture avec toutes ces explications-là? Donc non, l'opposition n'a pas pensé à la douleur du peuple. Et vous êtes témoin. Charles Blé Goudé a pris une photo avec Alassane Ouattara. Vous avez vu comment ça crée un tollé dans l'esprit des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont fragiles lorsqu'il s'agit d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens sont énervés lorsqu'il s'agit d'Alassane Ouattara. Donc comment se fait-il que ceux qui portent la voix de ces Ivoiriens-là, ils ont deux candidats. Un candidat qui s'appelle Jean-Michel Amoakon, qui est issu du PDCI-RDA. Et ils ont un candidat qui est d'origine burkinabé, qui avait Alassane Ouattara, pareil à Alassane Ouattara, il est cet Ivoirien-là, ils vont soutenir un monsieur qui est amoral à monsieur Adama Bitogo, un bandit comme le disait mon frère Diawara, quelqu'un qui n'a même pas sa place au-dessus du péché de l'Assemblée nationale, parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut avoir une bonne moralité. Adama Bitogo ne l'a pas. Adama Bitogo est quelqu'un qui aujourd'hui ne respecte même pas ses aînés. Alors comment se fait-il que l'opposition soutient Adama Bitogo? Donc pour moi, c'est de la haute trahison. L'opposition, cette tactique-là n'est pas une bonne stratégie. Et je dis que je suis contre et je le dénonce haut et fort. Docteur Ian Timba, pour l'opposition, ce ralliement est un signal pour la mise en marche du processus de réconciliation tant attendu. Quelle est votre grille de lecture? On ne réconcilie pas un peuple en se partageant les postes ou en permettant à quelqu'un qui a un parcours aussi bizarre que le président actuel, le président élu à l'Assemblée nationale. Non, c'est pas comme ça. La réconciliation, c'est pas ça. Et ça fait 10 ans qu'il fallait commencer à faire cette réconciliation. Je crois qu'il y a des gestes simples, ou si vous voulez, des actes simples de réconciliation qui auraient dû être commencés à être posés depuis le début. Le premier de ces actes de réconciliation était d'accepter que les voix soient recomptées en 2010. C'était le premier acte.
À partir du moment où on n'a pas accepté le recomptage des voix, eh bien, on a entériné le fait qu'on ne voulait pas de réconciliation. Et toutes les actions posées par le gouvernement, l'État, le chef de l'État ivoirien et ses affidés, ses soutiens, ses compagnons, depuis 10 ans, 12 ans aujourd'hui, c'est clairement qu'on n'est pas dans une situation de réconciliation. Mais tout cela est dû au fait que les intérêts qui sont défendus ne sont pas des intérêts de la Côte d'Ivoire. Ce sont les intérêts des intérêts étrangers qui exploitent, qui pillent, qui dominent et qui, si vous voulez, sont prépondérants en Côte d'Ivoire. Le problème auquel on fait face dans ces pays-là, ce n'est pas le problème des hommes de ce pays, c'est le problème d'un certain nombre d'intérêts étrangers auxquels sont compromis les hommes qui dirigent ce pays. Et la grande difficulté, c'est que nous avons depuis 30 ans 3 personnes qui, franchement, ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Comment se fait-il que nous ayons, depuis 30 ans, messieurs Ouattara, usurpateur, un type violent, un peu bizarre, qui a provoqué quand même des milliers de morts en Côte d'Ivoire. C'est quand même une chose assez curieuse que ce genre de personnage qu'on pourrait surnommer la mort puisse quand même se retrouver à la tête d'un État aussi, d'un peuple aussi sérieux et admirable que celui de Côte d'Ivoire. Et puis vous avez M. Bédié, une espèce de girouette politique sans définition claire, qui a tendance à malheureusement plus décevoir que donner de l'espoir. Et puis vous avez quelqu'un qui, depuis les années 70, je crois, les années 80, a déclaré son nationalisme et sa volonté de voir la Côte d'Ivoire être souveraine et digne, M. Laurent Gbagbo. Et la difficulté que nous avons, c'est que les 2 premiers sont clairement des affidés de la France-Afrique. Ce sont des personnes soutenues de l'extérieur. On a vu Alassane Dramane Ouattara, on se souvient de qui lui avait offert les jets privés pendant sa campagne. Et on se souvient, lorsque vous avez été quand même au cœur de la rébellion et que vous en êtes le cerveau, vous ne pouvez pas dire que vous aimez beaucoup la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas forcément un pays où on vous appelle aux élections, mais vous préférez les armes. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, au fait, la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, c'est la situation du renforcement de la présence, ou si vous voulez, de la France-Afrique. C'est le renforcement de l'option dure, de l'option répressive et une anticipation sur les événements futurs. En vérité, lorsque vous regardez ce qui se passe là avec l'élection de M. Bictogo, vous comprenez très bien que le peuple ne compte pas pour grand-chose. En fait, vous avez un repositionnement des élites, une réorganisation des lobbies au cœur de l'État qui se donnent des visages qui les rassurent sur les décisions qui seront prises. Voilà la raison pour laquelle je dis toujours à ceux qui sont panafricanistes de conquérir le pouvoir, à commencer par tous les pays dans lesquels vous aurez des élections bientôt. Il faut conquérir le pouvoir parce que c'est de cette façon-là que vous avez la capacité de signer les décrets et de pouvoir voter des lois. Si on y arrive, on pourra changer l'Afrique. Et il faudrait que le peuple de Côte d'Ivoire, enfin on espère, il faudrait, c'est un peu exagéré, nous espérons que le peuple de Côte d'Ivoire va prendre la bonne décision le moment venu pour se donner de nouveaux dirigeants et résister sérieusement à la pression de la France-Afrique, à la pression de l'OTAN qui a fait de l'Afrique de l'Ouest et d'un certain nombre de pays africains à travers le continent le lit de sa présence et les espaces à partir desquels il se déploie sur le continent. Cette pression internationale, et il faut faire très attention avec les nouveaux médias qu'on voit fleurir un peu partout dans des pays comme la Côte d'Ivoire, et dans d'autres pays qui sont essentiellement orientés sur des sujets qui éloignent le peuple des considérations liées à sa dignité et à sa souveraineté. Donc il faudrait que nous ayons toujours en tête que ce peuple-là a beaucoup souffert. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert, le peuple ivoirien a beaucoup souffert ces dernières années. Et nous savons que les acteurs de 2010
comme par hasard, sont presque en tout cas les acteurs majeurs, sont réunis à nouveau. Et nous voyons qu'ils se reconfigurent exactement comme en 2010, ce qui augure d'un avenir un peu dangereux. Alors, sans toutefois vous interrompre, Dr Yantimba, sans toutefois vous interrompre, selon vous, le vote pratiquement à l'unanimité d'Adama Bitogo augure-t-il un ciel clair ou alors obstrué dans les mois à venir pour la Côte d'Ivoire? Plutôt sombre, et ce vote-là donne le sentiment d'un arrangement. Il semble clairement qu'il y a eu une sorte d'arrangement, une sorte d'entente. Qu'est-ce qu'on a vendu aux autres? Qu'est-ce que les autres ont gagné? Qu'est-ce qui leur a été promis? Qu'est-ce qu'on leur a donné? À qui veut-on faire barrage? Quels sont les projets de l'exécutif actuel et quels sont les projets, si vous voulez, du leadership ivoirien actuel? Quels sont ces projets? Que vise-t-il? Pourquoi cette réorganisation? Pourquoi les cartes sont rebattues de cette manière, de telle sorte que la ligne dure? La ligne qui n'a aucun souci pour le peuple ivoirien, qui n'a aucun scrupule pour le peuple ivoirien, qui n'hésite pas à le mettre en danger. Je ne vais pas revenir sur le parcours de M. Bitogo. Cette ligne qui n'hésite pas à mettre le peuple ivoirien en danger, pourquoi est-ce que cette ligne-là est promue? Pourquoi est-ce que toute l'opposition porte cette ligne? Quel est le marchandage qui a eu lieu? Je pense que l'avenir paraît sombre, effectivement, parce que lorsque Père Simo, c'est lui qui donne souvent des proverbes, il dit que quand il va certainement nous en donner un, quand le ciel s'assombrit, il faut bien s'imaginer qu'il va pleuvoir. Et en général, il pleut quand le ciel s'assombrit. Et là, ce qui s'amasse, les nuages sombres qui s'amassent sur le ciel de la Côte d'Ivoire, en ce moment, montrent clairement qu'il doit y avoir des gens qui ont à nouveau, pour certains, qui ont pour la première fois certainement, pour d'autres, vendu leur âme. Il y a des gens qui ont accepté un marchandage qui risque de faire mal aux Ivoiriens, mais ce marchandage-là est porté sur quelque chose d'autre. Ce marchandage-là porte en fait sur des deals internationaux dans lesquels le peuple de Côte d'Ivoire ne pèse pas bien lourd. Et ça, c'est plutôt quelque chose de dangereux. Doyen Simo, cette élection d'Adama Bitogo à la tête de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire augure-t-il un ciel clair ou alors un ciel obstrué dans les mois à venir? Docteur Yantimba a parlé des proverbes. J'ai très très peur pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest en juin, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est très 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 dangereux pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que déjà la Côte d'Ivoire a entouré des pays du précaré français qui sont sérieusement impliqués dans toutes les luttes de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Quand je prends un cas comme le Togo, quand je prends un cas comme le Ghana, qui aujourd'hui c'est un pays francophone, mais il est beaucoup plus impliqué dans les luttes du précaré français que même les pays francophones. Et ça, c'est ici le lieu d'interpeller tous les Africains, les panafricains de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'ils fassent très très attention, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'augure pas de lendemain meilleur pour la lutte panafricaine qu'on doit mener. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pourquoi? Parce que quand on connaît le parcours de ce M. Bitogo, le parcours de M. Ouattara, ces deux sont mis ensemble pour détruire complètement la Côte d'Ivoire. Complètement les deux. Et quand les deux, l'un est président de la République, l'autre président de l'Assemblée, moi, j'ai une inquiétude sérieuse. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Heureusement, je dis encore heureusement, il ne faut pas désespérer, je dis encore, si la Russie maintient avec les Maliens ce qu'ils sont en train de faire au Mali, et si le Burkina avait un peu, s'ils renforcent un peu leur autorité sur le plan militaire, et le peuple burkinabé s'impose, je pense que si les deux pays, là, le Mali et le Burkina, se mettent ensemble, les choses peuvent bouger. Mais j'ai sérieusement peur parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'augure pas de lendemain meilleur pour l'Afrique de l'Ouest. Ça m'inquiète un peu. Parce que ce bonhomme, ces gens, je le dis parce que je connais un peu. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, je connais ce que ce pays. Et en plus, les Ivoiriens ne sont pas très très courageux. Excusez-moi de le dire. Ils m'ont dit que les Camerounais ne le sont pas aussi. Mais nous, au moins, on a mené une guerre d'indépendance par rapport à eux. Ils n'ont rien fait. Mais il est temps qu'ils se reprennent un peu pour pouvoir affronter les Français qui sont installés à la tête de leur pays. Parce que pour moi,
Ouattara, c'est pas un Ivoirien, on a beau dire que c'est un Burkinabé, pour moi c'est un Français à la tête de la Côte d'Ivoire. Il faut que ça change. Alors, Monsieur Issa Diawara, en quelques mots, avant justement de clôturer ce programme, ce soutien de l'opposition s'explique-t-il par un désir ou alors un processus de mise en marche de la réconciliation nationale? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas trop, madame. Je pense plutôt qu'il y a un acteur extra-régional qui a intervenu et qui veut unir toutes les forces politiques pour faire front, en tout cas face à un pays particulier, notamment le Mali. C'est ce que moi je vois venir. Je ne vois pas aujourd'hui concrètement un bloc anti-France-Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire, un bloc politique. Ça n'existe pas. Mais vous savez, cette histoire, c'est un temps mieux pour l'Afrique. L'homme propose, Dieu dispose. C'est que moi je vois venir. Je vais rassurer mon aîné au plateau. Ça ne présage peut-être pas bien, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, mais il y a du positif dedans. Moi, je vois plutôt des jeunes qui vont faire des coups d'État aux leaders politiques au sein des différents partis. Je vois plutôt que des jeunes vont émerger au sein des différents partis politiques de la Côte d'Ivoire. Ils vont prendre le pouvoir. Ça, moi, je n'en doute pas. Parce que l'opposition, moi, je comprends. Cette union, le fait que l'opposition soutient M. Adama Bictogo, que tout le monde connaît le parcours, c'est un aveu d'échec. L'opposition a reculé face au massacre incessant du camp Ouattara. Les gens y perdent beaucoup de sang, a été versé beaucoup de sang, a coulé parce que vouloir s'opposer à Ouattara, c'est se retrouver en prison sans jugement, c'est faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je salue d'ailleurs le courage de quelques voix encore qui osent s'opposer ouvertement à M. Ouattara. Il y a aujourd'hui, s'opposer à Ouattara, c'est très grave en Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est un homme fini, c'est un homme qui arrive au bout, et la France ne pourra pas l'utiliser aussi longtemps. La France est en train d'anticiper, c'est pourquoi la France veut une rupture au sein du même système, c'est-à-dire faire venir un autre homme. Ils veulent contrôler à la fois l'opposant, ils veulent contrôler la majorité. C'est un peu à cela que nous assistons. Mais moi, je reste convaincu qu'il y aura des jeunes, il y aura des têtes qui vont émerger. Il y aura des gens qu'on n'attend pas du tout qui vont venir. Ce ne sont pas les mêmes têtes qu'on a longtemps connues qui vont faire la politique ivoirienne de demain. Je pense qu'il y aura de nouvelles têtes, il y aura des têtes qui vont émerger. Merci. Nous sommes en train de refermer ce programme. Soutien de l'opposition à l'endroit du candidat du parti présidentiel, Adama Bictogo. Dans les mois à venir, quel scénario se présentera en Côte d'Ivoire selon vous? Simplement. Je vais vous dire aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, je suis déçu. Je suis déçu parce que ça ne ressemble pas au président Laurent Gbagbo, parce qu'il se bat toujours contre les intérêts qui viennent de l'impérialiste. Alassane Ouattara, on le connaît tous. Le président Gbagbo nous a dit que c'est un candidat de l'étranger. Aujourd'hui, son alliance avec le président Rikonan Bédié peut-être l'amène à concéder des choses. Mais c'est très dangereux de laisser le président Rikonan Bédié déteindre sur la vision politique du président Laurent Gbagbo. Alors, ce qui vient demain, c'est comme Diawara l'a peut-être souligné, les jeunes Ivoiriens dont je fais partie, nous sommes dessus. Nous allons essayer de prendre nos responsabilités. Ça et là, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de l'OTAN avec nous, mais essayer de nous opposer à Alassane Ouattara et à l'opposition qui fait de lui aujourd'hui le parti unique, le grand chef. On ne peut pas se faire harakiri, on ne peut pas être des oxymorons politiques, on ne peut pas se faire du Manu Ouattara politique jusqu'à ce point. Vraiment, je suis déçu, je ne décolère pas. C'est de la haute trahison de voir que nous avons donné notre force, nos voix à des députés qui, eux, ont remis cette voix à Alassane Ouattara. D'ailleurs, quand Adama Bictogo a été nommé président de l'Assemblée nationale, il a couru aller remettre cette victoire à Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, demain, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les opposants qui ont régné Ouattara hier mangent avec lui. Je trouve que c'est une désolation, c'est une haute trahison. Je suis blessé. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la télévision panafricaine. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes activiste politique. Monsieur Issa Diawara, merci pour votre disponibilité. Vous êtes activiste panafricaniste, sans oublier Dr Dominique Yantimba, analyste politique, doyen Simo.
écrivain, et Madame Amina Fofana, justement, qui était présente dans le cadre de cette émission analyste politique. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Merci à tous les internautes pour leur participation active sur nos différentes plateformes. Point final de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur la télévision panafricaine. Au revoir.